Et ce soir, dans le 7 à Greux, vous connaissez le principe si vous êtes fidèle à Télé Grenoble depuis quelques semaines, deux journalistes, deux invités pour débattre et revenir sur l'actualité de la semaine écoulée. Côté journaliste, Serge Puyot, un habitué du 7 à Greux. Bonsoir Thibault, oui. Il n'en a raté aucun, Serge. Hein. Pour l'instant, touche du bois. Serge, vous êtes journaliste et vous collaborez notamment pour le Figaro, aujourd'hui et RTL. Bonsoir. À côté de vous, donc, un élu de la ville d'Échirolles qui n'est autre que le maire, Renzo Sully. Vous aurez le rôle du politique sur cette première heure d'émission. Bonsoir Renzo. Bonsoir. Un deuxième journaliste à relever le défi, et lui n'est pas un habitué, c'est sa première parmi nous, c'est Pierre Guéry des affiches du Dauphiné et de Grenoble. Bonsoir Pierre. Et dernier sur cette table, Stéphane Gemani de l'association Vinci Codex. Bonsoir Thibault. Et pour mener à bien ce 7 à Greux jusqu'à 19h58 à peu près, Pierre-Yves Schneider. Bonjour Thibault. Une semaine que nous allons évoquer jour après jour, si vous le voulez bien, avec bien sûr une dominante. Une dominante, ce sont ces violences urbaines, mais aussi les réponses qui sont données, qui ont été données pour l'instant au niveau de l'État et peut-être également au niveau local. On aura largement le temps d'y revenir tout à l'heure, mais on va quand même commencer cette émission avant de dérouler les jours de la semaine par... Clé 12, j'ai oublié de signaler Clé 12. Il se signale par son deuxième dessin. Effectivement, comme tous les jeudis, Clé 12 de 19h à 20h, excuse-moi Pierre-Yves, mais va croquer un petit peu les propos de chacun, donc faites attention. Il ne fallait pas l'oublier. Il ne fallait pas l'oublier. Alors la situation semble, pour ce qui concerne ici, Grenoble, l'agglomération, mais c'est vrai aussi en région parisienne, dans d'autres villes de province, la situation semble un petit peu accalmie. Serge Puyot, c'est le cas à Grenoble ou à Échirolles? Oui, effectivement, il faut encore jurer de rien, mais il semble effectivement que les choses se calment. Il y a moins de véhicules brûlés dans l'agglomération, moins de violence ces derniers temps. Maintenant, il faut voir comment ça va se passer jusqu'au week-end. C'est vrai que ça semble plutôt en décrue. Pierre Guéry, on dit qu'il y a eu un match de foot hier et qu'apparemment ça a peut-être aidé un peu à calmer la situation. Mais écoutez, on verra dans les prochains jours si effectivement cette baisse se confirme. Il semble que la région grenobloise, à l'image des autres agglomérations françaises, connaisse effectivement une décrue dans les incidents. Il n'y a pas de raison de penser que l'agglomération grenobloise fera exception si le mouvement se poursuit au niveau national. Alors, retour des subventions, appel au dialogue républicain et pas uniquement à la répression. C'est ce qui s'est passé ces dernières heures. En tout cas, si on traduit les propositions et les déclarations du Premier ministre, j'imagine qu'un maire comme vous, Monsieur Sully, est satisfait? Pas tout à fait, non. Je m'attendais à des nuances, en effet. Oui, pas tout à fait. Je ne trouve pas que le signal qu'on donne aux habitants et aux jeunes de ces quartiers en proclamant la loi d'urgence soit de nature à signifier que le malaise social qui s'est exprimé à travers ces violences condamnables et qui doivent être condamnées soit vraiment à la hauteur des réponses qui ont été données, parce que qu'on le veuille ou non, ça fait réémerger les questions sociales très fortes que vivent ces familles et ces quartiers. De la même façon qu'au mois de septembre, il a fallu qu'il y ait des hôtels parisiens avec des personnes à l'intérieur qui flambent et des morts pour qu'on reparle du logement social, maintenant on va en reparler après ces violences. On aurait pu anticiper, ça fait des années qu'un certain nombre d'élus, de maires disent qu'effectivement dans les quartiers la paupérisation continue. Voilà. Le fait de dire, M. Sully, c'est déjà important, mais est-ce que vous avez l'impression que les élus locaux ont agi dans la bonne direction ces dernières années pour éviter ce genre de catastrophe? Parce que c'est une vraie catastrophe, ces troubles. Ces troubles, c'est sans doute pas une catastrophe, mais c'est gravissime ce qui est arrivé. Et c'est arrivé en France en 2005, où on proclame, je dirais, une situation d'urgence qui, dans notre histoire depuis l'après-guerre, a été proclamée deux fois. Une fois à l'occasion de la guerre d'Algérie, une fois à l'occasion des événements de Nouvelle-Calédonie. C'est pas la guerre civile qui a lieu en France. Même si les troubles ont été extrêmement graves, condamnables et condamnés. J'ai des jeunes d'Échirolles, dont un qui a été condamné, c'est dans la presse d'aujourd'hui. Personne ne peut accepter qu'on brûle sa voiture, qu'on mette le feu à une école maternelle ou à un centre social. C'est inacceptable. Mais au-delà de cette question,
on fait ressurgir à travers cette actualité la responsabilité des élus locaux, alors qu'on ne les écoute pas ou qu'on ne leur donne pas la parole ou qu'on ne prend pas en compte lorsque depuis des années nous dénonçons le fait que les mesures, en particulier au niveau de la politique de la ville, ont conduit petit à petit à avoir uniquement une vision urbaine des quartiers, des villes, sans avoir la dimension sociale de qui vit dedans. Stéphane Gemani, on y reviendra bien sûr. Quand je parle de catastrophe, je veux dire catastrophe dans le manque de dialogue, dans le manque de concertation, dans le manque de considération que ces jeunes semblent trouver aujourd'hui dans les quartiers. Moi, je pense qu'il faut quand même différencier. Moi, je suis assez d'accord avec Je voulais juste, avant que vous parliez, préciser ce que c'est que l'association dont vous vous occupez, parce que je pense que les téléspectateurs ne connaissent pas, ça permettra de resituer. Vous voulez que je le précise? Oui, tout à fait. Écoute, depuis 15 ans, nous avons créé 2 pôles. Le Vinci, qui est le véhicule d'intervention contre l'indifférence, qui est arrivé un petit peu en précurseur par rapport au SAMU social de Paris. C'est-à-dire qu'on a créé cette action 2 ans avant l'action du social de Paris. Et le Codex, qui est le centre ouvert aux défavorisés et aux exclus, dans un objectif d'aller vers un public en grande précarité. Maintenant, c'est vrai qu'on malheureusement, on a étoffé un petit peu notre champ d'action, parce qu'également, on va être aussi bien interpellé sur des problèmes de cité, sur des problèmes de famille, de voisinage, parce que malheureusement aussi, il faut dire qu'on donne peu de moyens, aussi bien aux communes, aux pouvoirs locaux, mais aussi aux institutions publiques. Et souvent, c'est le rôle du citoyen engagé, dans lequel je me suis investi, de pallier à cela purement et simplement parce que l'État, la commune, ne peut pas tout faire et nous en sommes les représentants directs. Alors on a bien compris, si on revient donc aux événements actuels, vous avez forcément un point de vue que vous pouvez nous résumer Est-ce qu'à votre avis, les choses peuvent aujourd'hui se calmer Je pense que c'est pas qu'elles doivent se calmer. Il est impératif qu'elles se calment parce qu'on ne pourra pas construire des bases sociales si la maison prend feu. Le problème, c'est que là en ce moment, on a des déclarations un petit peu au niveau gouvernemental qui sont un petit peu à la va-vite de façon à dire il faut absolument sauver le bébé avec l'eau du bain et on oublie véritablement que d'abord il faut retrouver une paix sociale. Cette paix sociale, on n'a pas pour l'instant. Il commence à y avoir quelque chose qui émerge. En même temps, on a mis en exergue toute une population qui n'est pas forcément la population représentative de ces événements. Les gens dans les cités souffrent. Et ils souffrent aussi de l'image qu'on leur donne par rapport à une minorité de personnes qui ont tendance à créer ces troubles, et ces troubles publics. Donc, ce sont ces personnes-là sur lesquelles il faut cibler. Nous, dans l'action que nous faisons, dans laquelle nous côtoyons, nous avons malheureusement l'habitude d'avoir à peu près cerné une certaine catégorie de personnes. Et on s'aperçoit que ce sont toujours les mêmes. Eh bien, vous avez, au niveau institutionnel, des réunions, des rencontres qui font qu'à un moment donné, nous témoignons de cela, mais ça reste dans des microcosmes. C'est-à-dire qu'on a plus l'impression que dans ces concertations dans lesquelles véritablement on a envie, nous, acteurs de terrain, d'apporter une solution, on se retrouve dans des thérapies de groupe où ça reste uniquement dans ce microcosme et ça ne va pas sortir au-delà. Le problème aussi, c'est qu'on n'a pas ces moyens. Et puis tout simplement, c'est aperçu que la polémique est arrivée purement et simplement de circonstances présidentielles, c'est-à-dire que des personnes veulent rebondir là-dessus de façon à attiser un feu et aussi à la base, il y a eu un accident quand même avec deux morts, il faut quand même le rappeler. Oui, mais malheureusement... Si vous le voulez, on va dérouler les jours de la semaine et puis on reviendra évidemment sur ces événements parce que la semaine est marquée bien sûr par ces événements de façon importante. Alors moi j'avais prévu le coup, on commence à vendredi 4 novembre, donc le calendrier est calé. Vendredi, c'est le lendemain de la fin du Ramadan et le maire de Saint-Martin-d'Hères, M. Proby, annonce l'attribution dans sa ville à l'intérieur, donc intramuros, d'un terrain pour l'implantation d'une mosquée. On sait que par ailleurs, il y a des projets d'une mosquée intercommunale. Alors, elle pourrait être abandonnée au profit de... C'est Stéphane Gemani qui est la première victime de projets municipaux. Serge Payot, Stéphane Gemani, un tout petit mot, très rapide, sur ces statistiques concernant le chômage. Moi, je pense surtout que le chômage ne va pas venir forcément... Enfin, la régression du chômage ne vient pas forcément de l'embauche de grosses entreprises. Je pense qu'il va falloir que l'État, un jour, se décide de valoriser un petit peu tout ce qui est métier artisanal, le commerce, parce que le commerce et l'artisanat est demandeur
on a besoin. Moi, je suis commerçant, hein, j'ai une activité professionnelle. Je ne connais pas les 35 heures parce que je ne connaissais pas les 39 heures, mais j'ai envie d'avoir une vie à peu près comme tout le monde, c'est-à-dire réduire mon temps de travail pour pouvoir un peu plus profiter de la vie. Et mon souhait, ce serait de pouvoir embaucher. Seulement, il s'avère que les charges sociales sont énormes. Vous avez une association, vous êtes le seul salarié, vous avez du tout, je ne suis pas salarié de mon association, je suis un bénévole. Moi, je suis commerçant dans les Halles Sainte-Claire. J'ai une vraie activité économique. Je suis aussi acteur économique et je peux vous dire que bon nombre de commerçants ont la volonté, voudraient. Mais quand on se retrouve devant le fait accompli, on ne peut pas parce que les marges, et avec tout ce qu'on doit... Excuse, ça a l'air d'être un peu poujadiste ce que je dis, mais véritablement c'est une réalité. Nous avons la volonté sociale de vouloir également tirer la France vers le haut en créant des emplois. Malheureusement, on ne nous donne pas la possibilité financière et technique de pouvoir le faire. Et moi personnellement, je ne suis pas pour ces emplois créés, surtout le dernier emploi, le dernier contrat qui a été créé, qui, je trouve, précarise encore plus le monde du travail avec ces 2 ans de période d'essai. D'accord, on a bien compris, on est dans du commentaire un petit peu général et au niveau national. On va essayer de revenir à des réalités locales en tournant la page peut-être. On a vu que Clédouze avait une méthode bien à lui pour réduire le nombre de chômeurs. Je ne sais pas si on va pouvoir revoir le dessin. Le responsable du syndicat CGT du pôle Rhône-Alpes de la SOC Presse adresse une lettre ouverte à Serge Dassault, le patron du Dauphiné, transmise dimanche à l'agence France Presse pour lui demander plus de transparence concernant la vente des journaux du pôle. Hein, on sait que le Dauphiné libéré est à vendre. Plus de transparence dans la vente. Commentaire, Monsieur Pueyo. C'est vrai qu'il y a une certaine incertitude depuis des mois sur ce sujet. Hein. Là, au Dauphiné libéré, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Lundi, déclenchement du plan grand froid de niveau 1. Alors c'est vrai que quand on lit ça cette semaine, on est un petit peu étonné. On l'a entendu sur les radios, on l'a entendu aussi sur Télé Grenoble. On est en début novembre. Il fait encore en chemise. Il fait entre 16 et 18 degrés. Et pourtant, on a cette information. Et j'imagine que pour vous, Stéphane Gémani, cela résonne autrement. Oui, ça résonne autrement parce que pour nous, il n'y a pas plus de différence qu'avant. C'est-à-dire que ces principes de précaution qui ont été pris sont issus purement et simplement de la canicule. Alors c'est marrant de parler de ces principes de précaution issus de la canicule alors qu'on rentre en période de froid, mais je pense que c'est peut-être des couvertures de façon à ce qu'on ne puisse pas reprocher à l'État, encore une fois, les problèmes qu'il y a eu lors de ce problème de la canicule. Pour nous, je vous avoue très franchement que non seulement ça ne change pas du tout l'action, ça ne change pas C'est-à-dire que les moyens qui sont donnés non, les moyens ne sont pas grand-chose à la situation parce qu'ils sont pratiquement inexistants. C'est ça que vous voulez dire? Non, on va calmer un petit peu plus la population. 2000 personnes ont été aidées en Isère dans l'année grâce à ce plan grand froid. Oui, mais ça, ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres qui sont issus de certains ministères. Moi, je peux vous dire que tous les soirs, quand on parcourt les rues de Grenoble, que ce soit en hiver ou en été, on a un seul centre d'hébergement d'urgence sur Grenoble, qui est le centre d'accueil municipal que Grenoble supporte, et malheureusement, on ne trouve jamais de place. Et en plus, je vais vous dire une chose, ce n'est pas les personnes qui travaillent au sein de ces centres qui sont à réprimer, ce sont les politiques au-dessus qui ne prennent pas des décisions au niveau local. Alors politique au-dessus, vous en avez un ici. Hein, vous avez le maire d'une commune importante, hein, la troisième de l'agglomération. Alors interpellez Monsieur Renzo Sully et dites-lui qu'est-ce qui vous paraît manquer dans tous ces dispositifs d'urgence concernant l'exclusion. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis un moment. Avec 2 étaient en forme ce soir. Ouais, très bon. Nous, ce que l'on demande purement et simplement, c'est qu'il y ait un plan intercommunal qui se mette en place et non pas uniquement de refaire un centre avec des fonds intercommunaux, même si c'est nécessaire parce qu'il a été bien utilisé par toutes les communes de l'agglomération, mais véritablement que sur un plan de solidarité intercommunale, on puisse avoir des petites structures à échelle humaine dans les villes de l'agglomération, de façon à ce qu'on règle partiellement au niveau des capacités ce problème, mais surtout au niveau de la qualité. Parce que pour l'instant, on a un centre d'hébergement où les personnes qui sont là-bas ont plus tendance à faire du gardiennage.
C'est-à-dire que véritablement, quand vous avez un centre qui a 80 personnes à l'intérieur et que vous êtes 2 à 3 accueillants, vous ne pouvez pas faire du social. Vous essayez de ne pas, comment dire, vous ne pouvez pas résorber la misère, vous canalisez les différents de chacun. Vous ne pouvez pas faire ce social qui permettrait les personnes de se tirer par le haut. Alors que si les communes de l'agglomération mettaient en place des petits centres d'hébergement ne dépassant pas 10 personnes pour les plus grosses communes comme la vôtre ou comme au Saint-Martin-d'Air, on aurait la capacité multipliée par X par rapport à toutes les communes qui sont dans le réseau de l'agglomération grenobloise, mais en plus on aurait une action qualitative parce que les personnes habilitées à ces centres d'hébergement pourraient avoir un travail plus minutieux et véritablement rentrer dans le quotidien de chacun et savoir. Mais qui doit initier ça, cette politique? La métro, vous pointez du doigt quelle collectivité là, qui devrait être moteur dans ce domaine-là pour justement faire en sorte que toutes les villes de l'agglomération se fédèrent, se réunissent et effectivement traitent de façon plus efficace le problème? On va pointer du doigt... Très court parce qu'il va bientôt l'heure de la première coupure de cette émission. Je ne pointe pas du doigt qui que ce soit. Si l'intercommunalité veut à un moment donné donner un coup de main à chaque commune pour pouvoir développer ses centres d'hébergement, elle peut faire comme bon elle semble. Moi je pense que c'est un devoir de citoyen de chaque élu. Quand on est élu, on est un citoyen un peu plus engagé qu'un citoyen lambda. Donc ce sont les maires qui doivent prendre en charge effectivement. Je pense que c'est les maires qui doivent prendre en charge cela à leur échelle. Encore une fois, ne pas dépasser des capacités d'accueil de 10 personnes. Faire véritablement du qualitatif, mais en se disant que chacun, en mettant sa pierre à l'édifice au niveau de la ceinture et de l'intercommunalité, on peut avoir également cet aspect quantitatif qui se résorbe. Réponse, M. Sully, très courte, quitte à y revenir tout à l'heure. Oui, je crois que ça mérite qu'on y revienne. Oui. Si vous voulez, on fait la pause et puis on revient dessus juste en entrée. Allez, allons-y. Ce sera peut-être plus simple puisque Marie-Caroline nous attend pour le flash et les téléspectateurs ont souvent rendez-vous avec elle à cette heure-là. On ne va pas les déstabiliser. On tourne une page de pub et on se retrouve donc pour le flash et puis on reprendra le 7 agreux juste après. À tout de suite. Toujours en direct de la Maison de la Musique de Mélan et on est toujours avec Clé de 12 qui nous accompagne durant cette première heure. Il a l'air très inspiré. On l'a vu depuis cette heure croquer un petit peu ce que chacun disait, notamment Stéphane Dimani. Les politiques qui ont été mises en place successivement, insuffisamment, je le dis pour que les choses soient très claires, y compris par les gouvernements de gauche des années 90, mais alors régressives depuis 2002, ont abouti à ça. Depuis 2002, les troubles, donnez-moi les troubles et difficultés existent aussi. Les troubles existent aussi donc dans toutes les communes, bien y compris dans les communes d'Union de la gauche, y compris dans les communes dirigées parce qu'on n'échappe pas. Par des responsables communistes. Vous parlez beaucoup de problèmes sociaux. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que depuis le début, on n'a pas du tout parlé des problèmes de discrimination et des problèmes d'intégration. Monsieur Gemani. Moi, je suis assez d'accord avec Monsieur Sully. C'est-à-dire que, véritablement, il y a un problème qui marine depuis plus d'une trentaine d'années. Ici, à Grenoble en particulier? Mais dans la France entière. Et Grenoble et toutes les agglomérations grenobloises n'échappent pas à la cause. Il y a eu un abandon. La Villeneuve, c'est vrai, date de 30 ans juste. Il y a eu un abandon. Et c'est vrai qu'il y a eu, à un moment donné, un urbanisme qui a été fait de façon à un petit peu à cloisonner les gens et à les ghettoiser. Ça, on peut pas aller à travers. Je veux dire, il faut employer les mots appropriés. Maintenant, c'est vrai que moi, j'applaudis de main quand je vois véritablement des villes comme Échirolles, parce que je trouve que véritablement Échirolles a une perspective d'avenir et non seulement elle a reformaté un petit peu sa ville, elle a recentré un petit peu en créant un nouveau centre-ville, en déplaçant également la mairie. Et puis, une nouvelle mairie, oui, pour 2006. Voilà, et puis véritablement, je vais vous dire franchement, en tant qu'acteur de terrain, il m'est arrivé d'intervenir régulièrement sur Échirolles, sur demande de certains, et il m'est arrivé à 3 reprises de tomber sur des conseillers municipaux de la ville d'Échirolles. Donc, moi, ce que je vois et ce que j'aime dans cette démarche, c'est que véritablement, vous avez une démarche d'élu citoyen. C'est-à-dire que vous allez sur le terrain. Et c'est ça qui est important. Même si à un moment donné, vous n'êtes pas responsable d'une politique, parce que vous êtes maire depuis 2 mandats, je crois. Vous avez été 99. Ouais. J'étais premier adjoint. Premier adjoint. Donc vous avez quand même travaillé dans les municipalités, mais on n'est jamais seul. Et souvent, c'est dans sa propre majorité qu'on
qu'on reçoit les meilleures oppositions. Mais en même temps, je pars sur le principe que Échirolles est un modèle du genre dans l'agglomération grenobloise. Et je ne dis pas ça parce que vous êtes là, parce que véritablement, en plus, moi j'ai des amis qui habitent Échirolles et qui sentent ce renouveau arriver sur un plan de l'urbanisme comme sur un plan social. Bon, alors c'est intéressant, cette déclaration d'amour à Échirolles, d'autant plus surprenante, M. Gemani, que les gens le savent ici, dans le milieu associatif, vous êtes considéré comme un homme avec un engagement de droite, très clairement affirmé, en tout cas gaulliste, vous me l'avez rappelé tout à l'heure. Donc c'est étonnant, messieurs les journalistes, peut-être un commentaire là-dessus, non? Alors attention, mettons-nous d'accord. Mettons-nous d'accord. Le gaullisme n'est pas à droite. Il a été récupéré par des gens de droite comme des gens de gauche, mais vous avez été pas à droite. l'UMP il y a encore mais moi je quelques n'aime temps. pas les votes. Oui, parce qu'à un moment donné, on peut faire aussi certaines erreurs en croyant qu'un mouvement est plus près d'une philosophie. Bon. Mais en quoi votre engagement plutôt donc gaulliste ou à droite change votre façon de faire dans ce que vous faites, qui est du domaine donc du social, dans le cadre de votre association? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que vous avez des méthodes particulières? Pas du tout. Moi, je suis gaulliste parce que je suis petit-fils d'immigrés italiens. Et quand mon grand-père parlait du général de Gaulle, alors qu'il était résistant non reconnu parce qu'immigré italien, il avait des trémolos dans la voix. Il se foutait carrément de la politique politicienne. Par contre, il y avait un type qui avait tracé un sillon. Et j'ai été élevé dans ce bain-là. Alors, c'était une petite parenthèse. J'aimerais bien que M. Sully réponde à votre question, par contre, de tout à l'heure, il y a une interpellation donc, des élus sur ces accueils d'urgence. Quelle est votre réponse? Oui, c'est une question importante, mais moi, si vous permettez... Mais rapidement, monsieur Sully. Oui, mais parler du logement, si on parle du logement d'urgence, on ne parle pas de 40% de logements à Échirolles qui sont des logements publics, sociaux. Voilà. Alors, c'est pas du logement, c'est de l'hébergement d'urgence. Attendez. Je différencie bien. J'ai bien compris, mais il faut aussi le mettre en situation. Parce que les associations, et celles de M. Gemani, elles font un travail, je dirais, humain exceptionnel dans ces situations-là. Il n'y a rien à dire. Après, elles portent des revendications, comme l'a porté M. Gemani, là-dessus aussi. Il n'y a rien à dire. À nous, après, de resituer les choses. Moi, je veux rappeler que la question du logement, c'est encore une responsabilité nationale. Que l'État, aujourd'hui, gagne de l'argent lorsqu'on construit des HLM. Parce que les aides de l'État sont inférieures à 5% et que la TVA, elle est à 5,5. Que lorsque on parle, et vous avez raison, on parle de personnes en situation d'urgence qui sont dans la rue, avant d'être dans la rue, elles ont été dans des logements. Pourquoi elles ne sont plus dans des logements? Parce qu'on les a expulsées. Alors évitons les expulsions, on aura réglé beaucoup de questions d'urgence. Non mais c'est une réponse, mais dans une strate particulière. De manière très précise, comme sur votre revendication, là où ça pose des problèmes, et on le sait, pourquoi les hébergements d'urgence ne fonctionnent pas? Parce qu'ils sont engorgés, il y a trop d'exclus, et qu'une fois qu'on met quelqu'un dans un logement, nous avons 8 logements d'urgence à Échirolles depuis des années. C'est la ville qui paye le loyer de ces logements à l'OPAC. Lorsque nous faisons rentrer quelqu'un dans le logement d'urgence, on met 1 an avant de le faire sortir. Parce que comme après, on ne peut plus le loger quelque part, il n'y a pas de parcours résidentiel. Si on n'installe pas un parcours résidentiel pour les personnes modestes ou à un moment donné de leur vie en difficulté, on ne résoudra pas le problème. Voilà. Même si on construit encore 3 foyers, et il faut les construire, je partage ce que vous dites. Oui, il nous reste 3 minutes pour finir la semaine. On est resté un mardi. Juste dire que la réponse de M. Sully est bonne sur un certain critère. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Nous sommes des citoyens engagés. Nous nous engageons. Je ne peux pas concevoir qu'une municipalité se cache derrière l'État. Même si je comprends vos directives. Nous, ce que nous demandons, c'est un devoir de citoyen, c'est-à-dire qu'est-ce que nous, à notre niveau communal, nous pouvons faire de façon à étoffer un petit peu cet hébergement d'urgence sans que, à chaque fois, on la recentre sur Grenoble. Parce que c'est important d'aborder la question et c'est important de l'aborder aujourd'hui, c'est-à-dire avant que, en général, on en parle. C'est-à-dire quand les grands... Non, vous n'avez pas une seconde, monsieur Sully, je suis désolé. Non, nous passons à mercredi, parce que le temps passe. Bien sûr, vous serez invité. Un plan qui a été mis sur pied,
par la direction. J'espère qu'il fonctionnera avec une aide extérieure pour les aider à retrouver du travail. Mais c'est de la délocalisation directe en Tunisie. Laquelle Tunisie est délocalisée en direction de la Chine. On s'aperçoit que... Oui, prenez la parole, allez-y, on ne peut pas l'arrêter, monsieur Julien. Moi, je suis complètement, encore une fois, d'accord avec ce système de délocalisation. On pense finance, on pense pas humain. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit que les 35 heures étaient une mauvaise mesure. Moi, ce qui m'inquiète dans l'affaire de HP, c'est que si HP arrive à y avoir gain de cause sur les 35 heures à son niveau, ça veut dire qu'il va y avoir encore une fois de plus un canyon au niveau des disparités sociales. C'est-à-dire que les petites entreprises devront se débrouiller avec les 35 heures en faisant d'énormes efforts pour que leurs employés puissent avoir les 35 heures, alors que les grandes entreprises, à partir du moment qu'elles auront un poids économique plus important, pourront avoir gain de cause sur ce sujet-là. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet sur les 35 heures. On a bien compris, monsieur Gémani, que vous aviez déjà fait de la politique et que vous vous apprêtez peut-être à en faire à nouveau. Non, il y a une question de logique. On va passer